Le brouillard enveloppe deux falaises jumelles imposantes, dissimulant le sol en contrebas et créant une atmosphère d'incertitude inquiétante. Un homme aux longs cheveux flottants se tient au sommet d'une falaise haute de 10 000 mètres, perdu dans ses pensées, se remémorant son passé, en particulier le jour où il rêva pour la première fois de devenir le dieu des arts martiaux. Un rêve qu'il savait presque impossible à réaliser, mais qu'il ne pouvait abandonner. L'homme repense à ceux qui se moquaient de lui, le qualifiant de fou chaque fois qu'il évoquait ses ambitions. Malgré ses railleries, il s'entraînait sans relâche, jour et nuit, avec la férocité d'un homme possédé. Bien qu'il n'ait jamais atteint son objectif ultime, il croyait que ses efforts suffisaient jusqu'à ce qu'il réalise le contraire. Son introspection est interrompue par l'arrivée d'un autre individu, un homme vêtu d'une cape bleu marine sombre, flanqué d'une armée. Cet homme, connu sous le nom de main gauche de la lumière éclairante, membre clé de la secte démoniaque, s'adresse à l'homme pensif en l'appelant le « démon fou ». Il exige la restitution de la perle céleste, que le démon fou a volée à la secte. Visiblement agacé par cette interruption, le démon fou répond avec mécontentement, déplorant qu'on ose interrompre ses réflexions. La main gauche de la lumière éclairante ricane, questionnant l'intérêt de raconter des histoires inutiles alors que la fin du démon fou est inévitable. Il déclare que, bien que le démon fou ait réussi à leur échapper jusque-là, il ne peut plus fuir. Imperturbable, le démon fou sort une petite perle rouge, la perle céleste, et la suspend au-dessus du bord de la falaise. Avec un sourire menaçant, il menace de la laisser tomber. Alarmé, le cultiste s'excuse immédiatement et l'implore de poursuivre son récit, ne voulant pas risquer de perdre l'objet précieux. Reprenant son histoire, le démon fou se vante de sa maîtrise des jeux d'esprit, de la tromperie, du leurre et du mensonge. Il affirme être imperméable aux pièges de séduction et vante ses compétences en technique légère et en consommation d'alcool. Cependant, la main gauche de la lumière éclairante l'interrompt, se moquant de lui. Il révèle la véritable raison de son immunité aux pièges de séduction, les femmes belles trouvent impossible de faire semblant de l'aimer. À la place, elles devaient l'attirer avec des femmes à l'apparence plus normale. Leurs regards se croisent dans un moment de tension. Le démon fou, manifestement indifférent à l'insulte, menace de nouveau de lâcher la perle céleste. Le cultiste, peinant à contenir sa colère, l'exhorte à continuer. Le démon fou réfléchit à son chemin pour devenir le dieu des arts martiaux, un parcours qu'il a transformé en homme à tout faire. Il déplore que ses efforts pour apporter la justice dans le monde semblent maintenant totalement vains. La main gauche de la lumière éclairante l'interrompt encore, soulignant que la réputation du démon fou le précède. Il est classé plus haut sur la liste des criminels les plus recherchés de l'Union MIM que n'importe quel membre de la secte et est considéré comme un ennemi public par la secte orthodoxe elle-même. Ignorant la provocation, le démon fou suspend une fois de plus la perle céleste, observant la réaction du cultiste. La main gauche serre les mâchoires et s'excuse à nouveau, ravale sa fierté pour éviter une escalade supplémentaire. Le démon fou sourit, concluant que l'artefact doit être exceptionnellement important s'il force une telle retenue. Après tout, il avait déjà massacré des centaines de leurs membres pendant la chasse, et pourtant il restait désespéré de le récupérer. La colère de la main gauche éclate. Ce n'est pas parce que tu as une bouche que tu peux dire tout ce que tu veux, grogne-t-il, une vague de soif de sang imprégnant l'air. Sentant que la secte souhaite vraiment le tuer, le démon fou décide de respecter leur choix final en concluant cela par un combat. Cependant, il s'interroge à voix haute sur l'inconvénient de tenir la perle céleste pendant le combat, se demandant s'il devrait s'en débarrasser. Soudain, la main gauche implore le dialogue, s'excusant pour son emportement. Mais le démon fou explose de rage. Poursuivi pendant des jours sans repos, entouré par le filet du ciel, incapable de dormir, manger ou même de faire mes besoins. Et maintenant, tu veux parler ? Sa voix est tonitruante, empreinte de moquerie. C'est déprimant, n'est-ce pas ? Pas étonnant que vous ayez eu recours au filet du ciel. Avec une expression résolue, le démon fou serre fermement la perle céleste dans son poing. La main gauche, désormais méfiante, exige de connaître ses intentions. Sans avertissement, le démon fou sourit diaboliquement et, d'un geste rapide, avale la perle. Soudain, le silence tombe. La main gauche de la lumière éclairante commence à transpirer abondamment, tandis que le démon fou incline la tête, méditant sur le goût inattendu de la perle céleste. Pêche, murmure-t-il, savourant la saveur. La main gauche, furieux, le fixe avec colère. Imbécile, rugit-il. Tu as mangé la perle ? Le démon fou sourit diaboliquement, visiblement amusé par les réactions. C'était le bon choix, dit-il, observant une veine visiblement saillir sur le front de l'autre homme.
La main gauche, tremblant de rage, ordonne à ses hommes d'attaquer. Laissez-le en vie, gronde-t-il. Je vais le broyer vivant et le présenter moi-même au chef de la secte. Les cultistes se ruent sur lui. Le démon fou, calme et résolu, prend position. Alors que le premier homme se jette sur lui, le démon fou se baisse et contre avec un puissant coup de poing dans l'abdomen, projetant son assaillant au loin. Un deuxième brandit son épée, mais le démon fou pivote et assène un coup de coude dans le dos de l'homme. D'autres assaillants se précipitent. Le démon fou rassemble son énergie, ramenant sa main avant de la projeter dans un coup de paume. Un par un, ses frappes touchent leurs abdomens, et ils s'effondrent lourdement au sol. Le démon fou reste debout, défiant. Il se tourne vers la main gauche de la lumière éclairante et le provoque. « Pourquoi ne viens-tu pas te battre toi-même ? Tu envoies tes sous-fifres mourir pour toi, espérant épuiser mes forces. Viens maintenant. » Le visage de la main gauche se tord de fureur. Il grince des dents et s'avance, ordonnant à ses hommes de reculer. « Tu as bien trop confiance pour quelqu'un qui n'osait pas m'affronter quand j'étais à pleine puissance, » raille le démon fou. Une orbe lumineuse bleue apparaît dans les mains de la main gauche. Sans hésiter, il charge à pleine vitesse. Le démon fou se stabilise, verrouillant ses genoux et invoquant sa propre énergie. Des auras oranges flamboyantes s'allument dans ses mains alors qu'il se prépare à l'impact. « Fais tout ce que tu peux », lance-t-il, même si son corps meurtri proteste. Son énergie interne est épuisée par les combats précédents, mais sa détermination reste inébranlable. Invoquant sa technique signature, le voyage à travers l'acier, le démon fou se lance en avant. Les deux hommes se heurtent dans une explosion d'énergie qui se propage à travers le champ de bataille, projetant tout le monde autour d'eux. Le démon fou chancelle, du sang jaillissant de sa bouche, et tombe du haut de la falaise. Ses blessures s'avèrent trop graves pour que son corps puisse les supporter. Pendant ce temps, la main gauche de la lumière éclairante s'effondre à genoux, sa main écrasée et meurtrie tremblant. Il pousse un cri d'angoisse, réalisant que le démon fou était bien plus fort que prévu, même dans son état affaibli. Alors que le démon fou chute vers ce qui semble être sa fin, il maudit la secte démoniaque avec une dernière déclaration venimeuse, « Allez tous au diable. Que votre chef vous mène à la triste fin que vous méritez. » En bas, l'obscurité l'engloutit. Malgré la douleur, il ricane pour lui-même. Mourir, ce n'est pas si terrible, je suppose. J'ai tué plein d'élites de la secte, volé leur artefact sacré, et même mangé ce truc. Pas mal comme vie, non ? Il marque une pause, réfléchissant à quelque chose d'absurde. Tu crois que l'Union MIM me nommerait artiste martial de l'année pour ça ? Probablement pas, son sourire disparaît. Mais sérieusement, pourquoi je n'ai jamais pu sortir avec une jolie fille ? Quand le démon fou ouvre les yeux, il se trouve dans une vaste étendue blanche. Perplexe, il regarde autour de lui jusqu'à ce qu'un homme à la peau hâlée et à la barbe imposante s'approche. « Es-tu fou ? Demande l'étranger. Tu viens d'avaler quelque chose contenant une âme sans réfléchir. » Le démon fou se tourne vers lui et se fige. Cet étranger dégage une aura écrasante de puissance. Avant qu'il ne puisse répondre, l'homme en blanc poursuit, « Ce n'est pas ce qui importe pour l'instant. La perle céleste que tu as avalée contenait les âmes de nombreux artistes martiaux renommés. À cause de ton acte irréfléchi, ces âmes sont maintenant liées à toi. » Le démon fou arque un sourcil. « Liées à moi ? Ça veut dire quoi ? » L'homme en blanc explique, « Si tu dors, les âmes te réveilleront. Si tu manges, elles partageront l'essence de ta nourriture. Si tu touches quelqu'un, elles s'accrocheront à cette personne. Et pire encore, ton chi deviendra incontrôlable, partant dans tous les sens. » Le démon fou esquisse un sourire, intrigué. « Un chi incontrôlable, dis-tu ? Ça semble rendre encore plus fort. » L'homme à la barbe le regarde, sidéré. « Es-tu, idiot ? Qui peut bien penser qu'un chi surchargé est une bonne chose ? » La voix grave de l'homme résonne, brisant le silence. « Pourquoi as-tu avalé la perle céleste ? » Le démon fou frissonne, son corps se figeant sous l'intensité de cette présence écrasante. Chaque fibre de son être lui hurle qu'il n'a aucune chance d'échapper à cet homme. Mentir ou user de ruse serait signer son arrêt de mort. « Réponds honnêtement », ordonne l'homme. « Pas de tromperie. » Le démon fou prend une profonde inspiration, abandonnant sa bravade habituelle. « Je ne l'ai pas avalé par envie, avoue-t-il. Je l'ai fait pour empêcher le chef de la secte démoniaque de mettre la main dessus. Je le déteste. Pour lui, les gens ne sont que des pions à utiliser et à jeter.
Si un homme comme lui devenait plus puissant, les conséquences seraient inimaginables. L'homme reste silencieux, scrutant les paroles du démon fou. Après un moment de réflexion, il hoche la tête, semblant reconnaître la sincérité de ses propos. Il comprend que, dans sa manière tordue, le démon fou a tenté de faire le bien. Les épaules du démon fou s'affaissent, et pour la première fois depuis une éternité, il se permet de se détendre. L'homme parle à nouveau, d'un ton résolu et empreint de finalité, « Je vais te donner une dernière chance. Après cela, je ne pourrai plus t'aider. C'est le meilleur choix que je puisse t'offrir et le plus grand cadeau que tu recevras. » La confusion traverse le visage du démon fou, mais il sait qu'il ne doit pas discuter. L'homme joint le bout de ses doigts, et une minuscule sphère d'énergie commence à se former entre eux. Elle rayonne d'une lumière intense et d'un pouvoir incommensurable. Soudain, la sphère explose, et une lumière aveuglante enveloppe le démon fou. Lisa se réveille en sursaut, haletant. Il se trouve dans un lit, dans la chambre où il vivait enfant. La lumière du soleil filtre par une fente de la fenêtre, baignant la pièce d'une lueur chaleureuse. Il cligne des yeux plusieurs fois, cherchant à comprendre ce qui l'entoure. Lentement, il se redresse et regarde autour de lui. « C'est ma chambre », murmure-t-il. Ça ne ressemble pas à un rêve. Il regarde ses mains, l'esprit en ébullition. Il se souvient avoir vécu dans cette auberge vers ses 20 ans. Puis, l'évidence le frappe, il a été renvoyé dans le passé. Un sourire se dessine sur son visage alors que la réalité s'impose à lui. En commençant à s'entraîner maintenant, bien plus tôt qu'avant, il pourra devenir bien plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Serrant les poings, il sent une vague de détermination l'envahir. « Je surpasserai mon ancien moi », murmure-t-il. « Cette fois, j'atteindrai des sommets que je n'aurais jamais osé rêver. » Un picotement soudain sur sa lèvre le tire de ses pensées. Il touche la petite coupure et fronce les sourcils, tentant de se rappeler comment il s'est blessé. En quittant sa chambre, il entre dans la pièce principale de l'auberge et se fige. L'endroit est sens dessus-dessous, table renversée, vaisselle brisée, chaise cassée. Cette vision déclenche une avalanche de souvenirs. Il se souvient trop bien de cette époque. En tant que garçon de course, il avait servi 2 hommes attablés. Il s'était moqué de ses efforts acharnés pour économiser, lui demandant quel était son objectif. Il ne pouvait pas avouer qu'il cherchait désespérément à survivre après la mort de ses parents, alors il avait plaisanté. « Je veux entendre une chanson de chien au bordel de la fleur de prunier », avait-il dit en riant nerveusement. C'était censé être une remarque légère, mais cela avait dégénéré. Les rumeurs s'étaient répandues, affirmant que le garçon de course de l'auberge a économisé pour coucher avec Xian, une chanteuse populaire de la préfecture d'Ilang. Les murmures étaient devenus cruels, le qualifiant de pathétique et désespéré. Lisa revient brusquement au présent, les poings serrés de colère. Se remémorant comment il l'avait roué de coups et saccagé l'auberge à cause de cette rumeur sans fondement, il ravale sa frustration et décide d'examiner l'état de son corps. Assis en tailleur sur le sol de sa chambre, il se concentre profondément. Il commence à réapprendre le voyage à travers les terres d'acier, l'art martial qu'il avait maîtrisé dans sa vie précédente en tant que démon fou. À sa grande surprise, dès qu'il ferme les yeux, le chi afflue dans ses paumes une énergie qu'il n'avait pas à cet âge dans sa chronologie originale. Non seulement elle est là, mais elle est abondante. « Comment » murmure-t-il, stupéfait. « Je ne devrais pas avoir ce genre de chi maintenant. » Bien qu'il ne comprenne pas la raison, il reconnaît une occasion précieuse. Il canalise cette énergie et poursuit son entraînement. Le soleil se couche, et l'obscurité enveloppe l'auberge. Quand Lisa rouvre les yeux, il n'en croit pas ses progrès. Bien qu'il connaisse bien la technique, atteindre si rapidement le premier stade du voyage à travers les terres d'acier est extraordinaire. Alors qu'il réfléchit à ses avancées, les paroles de l'homme résonnent dans son esprit, « C'est le meilleur choix que je puisse t'offrir et le plus grand cadeau que tu recevras. » Lisa se demande si c'est cela que le vieil homme voulait dire. L'énergie en lui semble liée à la perle céleste qu'il a avalée. Pourtant, plus de la moitié reste dormante, refusant de bouger, ce qu'il trouve dommage. Malgré tout, Lisa sourit, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il a tout son temps, et il sait qu'il peut devenir bien plus fort, bien plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Un grondement bruyant de son estomac interrompt ses pensées. Cela fait longtemps qu'il n'a pas utilisé la technique cardiaque, et son corps réclame de la nourriture. Il décide de se promener dans les rues de la préfecture d'Ilang pour manger et s'aérer l'esprit. Les rues sont animées, remplies de stands nocturnes et de passants affairés. Au fur et à mesure qu'il marche,
des souvenirs refont surface, comme des pièces d'un puzzle oublié qui s'assemblent. Un homme, en train de se curer les dents, remarque Lisa déambuler. Et, ce n'est pas le garçon de course de l'auberge Zaha, lance-t-il, alertant son compagnon. Il le regarde, surpris de le voir vivant. Les rumeurs disaient qu'il avait été battu à mort il y a quelques jours. Les murmures commencent autour de lui, le traitant de perdant. C'était toujours ainsi pour Lisa, moqué et maltraité, simplement parce qu'il était un garçon de course dans une modeste auberge. La colère monte en lui. Plus il y pense, plus elle bouillonne. Il jure en silence, sa résolution se renforçant à chaque pas. Sans s'en rendre compte, il se retrouve devant le bordel de la fleur de prunier. Un flashback intense le frappe comme un éclair. Il se souvient des gardes du bordel l'accusant d'être fou pour oser convoiter Chian, la performeuse la plus prisée du bordel. Il l'avait roué de coups de poing et de pied alors qu'il se recroquevillait en boule, protégeant sa tête des coups mortels. Leur rage les aveuglait, ils ne pouvaient pas concevoir qu'un simple garçon de course ait l'audace de viser si haut. Allongé au sol, meurtri, il avait ouvert les yeux pour voir Chian regarder de loin. Elle n'était pas intervenue. Au lieu de cela, elle l'observait avec une expression qu'il ne pouvait définir. Il avait senti des larmes lui piquer les yeux. Il n'avait jamais dit vouloir être avec elle, mais voilà qu'il était brutalement battu pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Boitant jusqu'à l'auberge, il avait enduré les murmures des passants se moquant de lui pour s'être fait tabasser. Seul dans sa chambre, il s'était effondré, se demandant ce qu'il avait fait pour mériter une telle humiliation. Le flashback disparaît, et Lisa serre les poings, une veine battant sur son front. Même en tant que démon fou, il avait vécu des moments comme ceux-ci. Mais maintenant, il est de retour à l'instant parfait pour tout changer. Il décide qu'il ne laissera plus jamais ces malentendus le définir. À cet instant, un homme s'approche, lançant un regard furieux à Lisa. « Qu'est-ce que tu regardes, minable » ricane-t-il. « Tu es là pour brûler le bordel ou quoi ? Pas que tu saches comment allumer un feu, de toute façon. » Les moqueries de l'homme deviennent plus audacieuses. « Je t'ai vu te faire tabasser l'autre jour. Surpris que tu ne sois pas mort. Pourquoi ne restes-tu pas à l'auberge au lieu de traîner dans les rues ? » Lisa l'ignore, mais l'homme s'énerve. « Quoi, tu es devenu sourd avec tous ces coups ? Et, je te parle. » Finalement, Lisa se tourne vers lui et demande calmement, « Comment tu t'appelles ?» La question prend l'homme au dépourvu. Choqué et vexé, l'homme lève son poing pour frapper. Mais Lisa esquive le coup avec aisance, ripostant d'un mouvement rapide au menton de l'homme avec l'intérieur de son poignet. La force du coup envoie l'homme au sol. Lisa regarde l'homme à terre, visiblement confus. Pourquoi était-il si en colère juste parce que je lui ai demandé son nom, murmure-t-il, secouant la tête. Lisa marche jusqu'à l'entrée du bordel de la fleur de prunier. Le premier garde lui lance un regard méprisant. « Dégage » crache-t-il. Ce n'est pas une façon de parler à un client, réprimande Lisa avec calme. Furieux, le garde se jette sur lui. Lisa esquive l'attaque, sa paume se levant brusquement pour attraper le visage du garde. Avec une poussée puissante, il écrase le garde au sol, le laissant inconscient, de la bave s'échappant de sa bouche. Époussetant son vieil habit, Lisa entre dans le bordel avec assurance. « Service client déplorable » marmonne-t-il. Pas la moindre trace d'hospitalité ici. Poussant un rideau de côté, il entre dans la grande salle, où résonnent rire et discussion. Les conversations s'arrêtent net lorsque Lisa hausse soudain la voix pour réprimander le personnel. « Quelle sorte d'établissement est-ce ? C'est comme ça que vous traitez vos clients ? Que quelqu'un s'occupe de moi, immédiatement. » Des murmures parcourent la foule. Tous fixent Lisa, se demandant s'il a perdu la tête en revenant ici après s'être fait tabasser il y a quelques jours. Deux gardes s'avancent, leur expression sombre. L'un d'eux serre le poing. « Tu sais seulement où tu te trouves » grogne le garde. Lisa esquisse un sourire. « Bien sûr. C'est un endroit où l'on vient boire. C'est pour ça que je suis là. » Une veine gonfle sur le front du garde, qui lève la main pour frapper. Mais une voix autoritaire l'interrompt. « Arrête. » Le garde s'immobilise, se tournant vers l'origine de la voix. C'est Chat, le gérant du bordel de la fleur de prunier. « Un client reste un client » annonce Chat. « Nous ne renvoyons pas quelqu'un venu ici pour boire. Traitez-le convenablement, après tout, il n'aura peut-être jamais l'occasion de revenir dans un tel endroit. » Lisa reste silencieux, fixant simplement le gérant, tandis que les gardes,
à contre-séure, l'escorte jusqu'à une salle privée à l'étage. Un serveur arrive pour prendre sa commande. « Quel genre de boisson désirez-vous » demande-t-il sèchement. Peu habituée à ce genre d'endroit, Lisa répond avec désinvolture, « Apportez-moi simplement ce qu'il y a de plus cher. » Le serveur se crispe devant l'attitude nonchalante de Lisa, sa colère à peine dissimulée. Visiblement irrité, le serveur lui ordonne de surveiller ses paroles. En réponse, Lisa le regarde avec arrogance et s'excuse en le traitant de « fils de ». Puis il lui intime d'apporter de l'alcool. Furieux, les veines du serveur tremblent sur son visage. Il se demande si Lisa a perdu la raison mais se retient, obéissant aux ordres du gérant chat. Avec une grimace, il lui demande d'attendre avant de partir chercher la boisson. Lisa s'installe confortablement, un sourire confiant sur les lèvres, tandis que des plats chauds et ce qui semble être de l'alcool de première qualité lui sont servis. Peu après, une femme arrive pour le servir. Lisa lui jette un regard et demande nonchalamment si Xian est disponible. La femme hésite avant d'expliquer poliment que voir Xian risquerait de mettre le propriétaire en colère. Elle lui rappelle comment il s'est fait tabasser il y a quelques jours pour une affaire similaire. Tu Yilang est au courant. Lisa a balayé son inquiétude d'un geste de la main, lui disant de ne pas s'en préoccuper et de simplement amener Xian. Avec un soupir résigné, la femme accepte d'envoyer un message. Restée seule, Lisa prend le verre d'alcool et le renifle. Une moue se dessine sur son visage. À en juger par son odeur et sa couleur, ce n'est même pas un alcool de 3e catégorie. Quels escrocs, marmonne-t-il. Avant qu'il ne puisse en boire une gorgée, la porte s'ouvre brutalement, et un garde entre en trombe, jurant à tout va. Le garde exige de savoir qui Lisa croit être et s'il a perdu la tête. Sans ciller, Lisa lève lentement les yeux. D'un ton calme, il demande, « Est-ce mal pour un simple garçon de course de venir dans un bordel pour boire ? Et pourquoi tout le monde continue de me traiter de « fils de » ?» Reconnaissant le garde comme étant Black, Lisa esquisse un sourire et désigne une chaise vide. « Viens, assieds-toi. Je vais te servir un verre. » Black est déconcerté, se demandant si Lisa est devenue fou après la raclée qu'il a reçue. Pourtant, la curiosité l'emporte, et il s'assoit à contre-séure. Tandis que Black se demande si Lisa n'a pas été frappée trop fort à la tête, ce dernier verse silencieusement un verre et le lui tend. Black avale rapidement le verre et conseille à Lisa de partir avant que la situation ne dégénère. Ne cause pas de problème, prévient-il. Bois, puis pars. Ignorant l'avertissement, Lisa interpelle à nouveau Black, ce qui exaspère le garde. Frappant son verre sur la table, Black lève la main pour frapper. Mais avant que le coup ne tombe, Lisa saisit une baguette et la plante directement dans la paume de Black. Le garde hurle de douleur et se plie en deux. Secouant la tête, Lisa murmure, « Pourquoi en arriver là ? Je comptais boire tranquillement, mais tout le monde aboie comme un chien en chaleur. » C'est alors que Xian entre dans la pièce, son expression s'assombrissant en voyant Black se tenant la main blessée. Elle lui ordonne de sortir, et Black, en râlant, quitte la pièce en titubant. Xian s'assied face à Lisa, son air sévère. Lisa la salue avec un sourire. « Pourquoi souris-tu » demande-t-elle, son ton acéré. « Pour rien » répond-il calmement. Un garçon de course n'a pas besoin de contrôler ses émotions dans un endroit comme celui-ci, n'est-ce pas ? L'expression de Xian devient grave. Tu trouves cette situation amusante ? Mon frère, le gérant sonne, et le propriétaire ne toléreront pas ça. Tu as accumulé une sacrée ardoise, alcool coûteux, nourriture, et maintenant des frais médicaux pour avoir blessé Black. Dans ton propre intérêt, paie et pars avant que les choses n'empirent. C'est la première fois que Lisa voit Xian d'aussi près. Elle continue, précisant clairement que, même s'il venait avec un sac rempli d'or et d'argent, elle ne coucherait pas avec lui. Ce n'est pas parce que je travaille dans un bordel que je couche avec tout le monde. Je ne suis pas une. Lisa pose son verre et commence à s'expliquer. Je n'ai jamais dit que je faisais des économies pour coucher avec toi. Je suis venu ici pour une chanson, rien de plus. Tu as dit que tu vends ton art, pas ton corps, et je respecte ça. Xian paraît visiblement surprise. Ce n'est pas ce que j'ai entendu, dit-elle, hésitante. Lisa soupire. Ce que tu as entendu n'était qu'une plaisanterie, mal comprise et exagérée. Je ne voulais pas que les choses dégénèrent ainsi, et je n'avais pas l'argent de toute façon. C'est pour ça que je suis venu clarifier les choses. Son ton change brusquement lorsqu'il lui ordonne, « Maintenant, sors de cette pièce. » Xian reste sans voix,
un frisson lui parcourant l'échine. 3 gardes attendent juste derrière la porte. Ils murmurent entre eux, convaincus que Lisa a un désir de mort. Emmenons-le dehors, propose l'un d'eux. Ce serait galère de nettoyer le sang ici. Lisa lève une main, demandant un moment pour finir un dernier verre d'alcool. Les gardes rient, confiants qu'ils peuvent facilement gérer un garçon de course comme lui. Ils font sortir Chiant et s'installent pour le regarder terminer sa boisson. L'un d'eux ricane. C'est un vrai homme, celui-là. Assez audacieux pour appeler Chiant. Si on l'avait su avant, on l'aurait frappé encore plus fort la dernière fois. Tandis qu'il le raille, Lisa les ignore, se servant un autre verre. En faisant tournoyer le liquide, il murmure, décevant. Même le soi-disant alcool haut de gamme ici est faible. Les gardes se tendent, mal à l'aise face à l'attitude détendue de Lisa. Il a peut-être perdu la tête, murmure l'un d'eux. Enfin, après avoir vidé son verre, Lisa joint ses mains et demande froidement, « Vous pensez toujours que je suis une blague ?» Il rit et le traite d'imbécile. « Tu aurais pu t'arrêter à la racler la dernière fois, mais tu as poussé le bouchon trop loin, » raille l'un d'eux. Un sourire en coin se dessine sur les lèvres de Lisa, qui commence à rire, un rire profond et inquiétant qui s'amplifie. Les gardes, maintenant irrités, se jettent sur lui, leurs épées dégainées. Mais Lisa se lève brusquement, attrapant la table et la projetant violemment. Les plats et boissons volent en éclats tandis que la table s'écrase, écrasant 2 gardes sous son poids. Debout sur la table brisée, un pied posé dessus, Lisa les regarde de haut et demande froidement, « Vous pensez toujours que je suis une blague ?» La femme de tout à l'heure se tient dans l'embrasure de la porte, choquée de voir Lisa en train de tabasser les gardes. Lisa s'arrête soudain, se tourne vers elle et lui demande d'aller chercher plus de ce mauvais alcool de 3e catégorie. Offensée, mais sans le montrer, elle lui répond calmement que c'est du tuon de grande qualité, pas de la pacotille. Lisa la fixe, pensant, pour qui elle se prend. Il ne frappe pas les femmes qui ne connaissent pas les arts martiaux, mais elle ferait mieux de réfléchir avant de parler. La femme ricane et part chercher plus d'alcool. Lisa jette un œil aux gardes blessés au sol. Ces imbéciles auraient dû rire davantage s'ils pensaient qu'il était une blague. Maintenant, ils ne rient plus devant lui. Une douzaine de gardes en robe rouge font irruption dans la pièce, menés par Sun, le gérant du bordel de la Fleur de Prunier. Il observe le désordre, vaisselle brisée, meubles en morceaux et fusille Lisa du regard. « T'es fou ou quoi ?» crache-t-il. Une veine gonfle sur la joue de Sun, visiblement furieux. Lisa court à sa perte à ce rythme. Lisa se relève en riant. Sun se jette sur lui, paume tendue. Lisa esquive rapidement, attrape une bouteille vide au sol et l'éclate sur la tête de Sun. L'œil droit de Sun commence à saigner alors que les gardes se regroupent autour de lui. Lisa défie quiconque de s'avancer. Les gardes, furieux, se retiennent pourtant. Du sang dégouline de la tête de Sun jusqu'au sol. Lisa semble chercher la mort. Sun tire son épée à moitié de son fourreau, mais se fige lorsque Lisa l'avertit froidement. « Si tu dégaines cette épée, tu mourras. » Sun frissonne, réalisant que Lisa ne plaisante pas. Quelque chose de radical a dû arriver ces derniers jours pour qu'il devienne si puissant. Cha, la personne la plus perspicace de la préfecture d'Ilang, comprend parfaitement la situation. Les gardes au sol ne mentent pas, Lisa ne les a pas vaincus par chance, et il n'a pas blessé Sun par hasard. S'il tire son épée, il mourra. Ce n'est pas une menace en l'air, Sun n'a même pas vu les mouvements de Lisa. Sun fixe Lisa à un moment, puis ordonne à ses hommes de se replier en bas. Il rengaine son épée et demande à Lisa ses intentions. « Tu ne comptes pas partir après un simple verre, si ? Peut-être veux-tu des excuses du propriétaire pour ce qui s'est passé il y a quelques jours ?» L'idée d'excuses séduit Lisa, qui suggère que le propriétaire, Joga, vienne en personne. Sun accepte d'aller le chercher. Lisa le regarde et demande s'il a perdu la tête. Lisa n'a pas perdu la vie lors de son passage à tabac, mais il s'en est fallu de peu. Sun se tourne vers une serveuse dans le couloir et lui demande de préparer une table dans la pièce voisine. Il demande à Lisa la permission de soigner les gardes blessés, s'il n'a pas l'intention de les tuer. Des gens du même village qui s'entretuent, c'est un peu gênant, ajoute Sun. Lisa garde une expression impassible, ce qui déconcerte Sun. Les gardes blessés sont envoyés chez un guérisseur, et Lisa est escortée dans une autre pièce où il dîne avec Sun. Sun ne comprend pas ce chaos soudain. Il demande à Lisa s'il a eu de la chance ou si quelque chose a changé. Lisa reste silencieux,
fixant les différentes bouteilles de vin maintenant posées sur la table. Sun verse un verre de Duan de qualité supérieure. Lisa l'accuse immédiatement, ce n'est pas le même Duan qu'on lui a servi plus tôt. La boisson précédente était mauvaise, et ils ont menti en disant que c'était du Duan. Sun, stupéfait que Lisa ait remarqué, tente de calmer la situation en expliquant que cela doit être une erreur et qu'ils doivent bien faire des profits. Lisa l'interrompt et lui ordonne de boire en premier pour vérifier qu'il n'y a pas de poison. Sun obéit, puis Lisa boit à son tour. Sun demande alors si Lisa a toujours eu de telles compétences au combat, car il n'en avait jamais entendu parler. Lisa répond qu'il se retenait parce que son père lui avait dit de ne pas se battre. Sun appelle ça des absurdités et s'excuse pour plus tôt, comprenant maintenant que Lisa voulait se venger de l'humiliation subie par ses hommes. Lisa repose son verre bruyamment sur la table et remercie sarcastiquement Sun, le traitant de « fils de » pour avoir enfin compris. Lisa commence à perdre patience. La manière dont Sun s'excuse l'irrite. Sa main se tend, prête à briser quelques os pour lui apprendre les bonnes manières. Soudain, une chaise grince et Sun se prosterne au sol, s'excusant abondamment. Pour la première fois de sa vie, Sun s'agenouille. Il est sincèrement désolé. À cet instant précis, Chang entre dans la pièce et reste stupéfaite de voir son frère intimidant prosterné devant un garçon de course, le visage blessé. Sun réprimande Chang, lui ordonnant de se ressaisir. Chang prend une bouteille de liqueur et sert Lisa, comme si rien ne s'était passé. Tremblante, elle verse un verre à Lisa. Celui-ci lui dit qu'un garçon de course peut avoir un amour pur, mais que cet amour ne lui était jamais destiné. Il lui ordonne de quitter la pièce, affirmant qu'elle gâche l'ambiance. Chang reste immobile, mais Sun lui dit de se dépêcher de partir. Chang, les jambes tremblantes, se lève et quitte la pièce, les larmes aux yeux après les paroles dures qu'elle a entendues. Lisa interpelle Sun, lui ordonnant d'arrêter de parler si impoliment, car sa blessure à l'œil le met mal à l'aise. Sun comprend et se tait. Les deux hommes s'engagent dans une confrontation silencieuse, se fixant intensément. Sun s'incline en signe de gratitude, maître dans l'art des bonnes manières. Le liquide tournoie dans le verre alors que Lisa attend l'arrivée du propriétaire. Si ce dernier est occupé à servir les experts de l'Union du Chat Noir au bordel de la Fleur de Prunier, il sera difficile de le faire venir immédiatement. L'Union du Chat Noir est un groupe injuste, mais une union sera établie dans la préfecture d'Ilang avec leur approbation. C'est pourquoi le propriétaire cherche à gagner leur faveur. Malgré ce qui s'est passé aujourd'hui, même si Lisa domine le propriétaire, l'Union du Chat Noir interviendra elle-même. Lisa claque son verre sur la table. Boire et discuter avec le propriétaire ne résoudra pas tous ses problèmes. Sun lui demande ce qu'il compte faire ensuite. Lisa répond que le propriétaire et ses frères n'ont qu'à travailler comme ses subordonnés. Ainsi, l'Union du Chat Noir n'interviendra pas. Mais Sun doute que les propriétaires acceptent une telle proposition. Sur ce point, Lisa réfléchit et suggère qu'il pourrait créer sa propre secte dans la préfecture d'Ilang. Les gens du bordel pourraient rejoindre ses rangs comme subalternes. Sun est abasourdi. Lisa leur donnerait le choix? Ils devraient faire preuve de sagesse. S'ils pensent que l'Union du Chat Noir gagnera, ils peuvent se battre à ses côtés. Sinon, ils devraient rejoindre Lisa. Sun se demande ce qui a tant changé chez Lisa. Aucun garçon de course ne parlerait de créer une secte aussi facilement. Lisa repose violemment son verre sur la table et se lève. Sun pense qu'il s'apprête à partir et l'inviter à rester un peu plus longtemps. Mais Lisa ne s'enfuit pas, Sun cherche visiblement les ennuis en tirant cette conclusion. Une nouvelle confrontation silencieuse s'installe, et finalement, Sun baisse la tête, souhaitant à Lisa un bon retour. Il propose même de lui permettre de noter ses consommations sur l'ardoise pour aujourd'hui. En sortant de la pièce, Lisa se retrouve face à une douzaine de gardes à l'extérieur. Il esquisse un sourire et leur ordonne de s'écarter. Alors qu'il descend les escaliers, il aperçoit le portier du bordel faisant du bruit en le cherchant. Dès que le portier repère Lisa, il arme son poing pour frapper. Mais avant que le coup ne l'atteigne, Lisa tend la main et frappe violemment la joue du portier. Celui-ci perd quelques dents et est projeté à travers la pièce. Le silence s'installe dans la salle principale. Les autres gardes auraient déjà dû expliquer la situation au portier. Il a dû se faire battre encore une fois, mais franchement, Lisa ne s'attendait à rien de mieux de la part de ces idiots sans égard. Calmement, il se dirige vers la porte principale et s'en va en faisant un dernier signe de la main. Le garçon de course s'est bien amusé aujourd'hui au bordel. Tous les hommes sont furieux,
Mais aucun ne bouge pour l'arrêter. En chemin vers l'auberge, Lysa s'arrête à la forge Dragonhead. Il aura besoin d'une arme s'il veut affronter l'Union du Chat Noir. Il entre, où des hommes s'affairent à marteler et refroidir des armes. Le vice-maître de la forge, Guak Yang, salue le garçon de course de l'auberge de Zaha et lui demande s'il est là pour rembourser une dette. Lysa clarifie qu'il est venu acheter des articles, pas quelque chose d'aussi simple qu'une faucille ou un couteau de cuisine. Il explique au vice-maître ses plans de se battre contre la famille Shaw et qu'il cherche plusieurs armes. Guak Yang dit à Lysa de se calmer et de ne pas laisser la raclée qu'il a reçue il y a quelques jours lui monter à la tête. Il ne devrait pas risquer sa vie. Lysa lui ordonne de se taire et exige les armes. Une épée légère, un fouet ou une dague assez aiguisée suffiront. Guak est perplexe face à ce choix d'armes, mais puisqu'il s'agit des préférences de Lysa, elles doivent être respectées. Le vice-maître ordonne à ses hommes de ramener l'épée du dragon noir, le fouet du dragon blanc et la dague du dragon des nuages. En attendant les armes, Guak mentionne qu'il appréciait autrefois la soupe de nouilles des grands-parents de Zaha, mais que la soupe de ce dernier est immangeable. Lysa ignore cette remarque et tente de changer de sujet, mais il est difficile de parler de l'unification du monde martial avec un simple garçon de course. Les deux hommes se fusillent du regard. Les armes arrivent enfin, et Lysa les achète toutes, pressée par le temps. Le vice-maître demande 90 nans pour les 3 armes, un prix réduit parce que Lysa est originaire de cette ville. Lysa négocie, proposant de payer 50 nans pour emprunter les armes et les rendre une fois qu'il en aura fini. Guak, contrarié, dit que prêter les armes revient à un vol en plein jour. À ce moment, des pas résonnent, et une voix puissante s'élève. Le maître de la forge, Kat Chulian, entre dans la pièce. Tout le monde, sauf Lysa, s'incline devant lui. Guak informe le maître que Lysa prévoit de déclarer la guerre aux 3 frères de la famille Shaw et veut emprunter les armes pour 15 yans. Le maître demande à Lysa s'il est bien le petit-fils de Zaha, car cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Le maître K dit à Lysa la même chose que Guak, il aimait la soupe de nouilles au poulet des parents de Zaha, mais la sienne est terrible. Il propose ensuite d'empêcher les frères Shaw de l'importuner, si c'est la raison de sa guerre. Et si les frères Shaw refusent d'écouter, le maître promet de protéger Lysa, car il avait des liens avec ses grands-parents. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses inutilement. Lysa se demande si le maître a toujours été comme ça. Il ne se souvient pas que ce dernier parlait ainsi dans le passé. Peut-être que le futur a changé parce que lui-même a changé. Lysa apprécie l'offre, mais il veut gérer la situation lui-même. Le maître forgeron, Kulan, demande à Lysa quels sont ses projets. Ce dernier répond qu'il devrait rassembler les forces de toutes les forges de la région pour établir une secte du dragon d'acier. Le maître est surpris. Si les frères Shaw créent une union dans cette préfecture, ils extorqueront encore plus d'argent à tout le monde. C'est pourquoi Lysa prévoit d'établir une fédération de sectes dans la préfecture d'Ilang, empêchant l'union du Chat Noir d'en faire autant. Le bordel appartiendra à la secte de la Renaissance, les forges à la secte du Dragon d'Acier, et les architectes à la secte Chuck. Lysa prévoit de rallier les autres guildes pour créer d'autres sectes en conséquence. Personne ne sera obligé de payer de cotisations, et aucune secte ne sera supérieure à une autre. Leur objectif est de protéger l'argent durement gagné contre le vol. Le plan semble bancal, mais il est plutôt bien pensé. Le maître forgeron demande quel sera le nom de cette fédération. C'est un endroit pour les misérables, une fin sordide, et en combinant ces 2 idées, elle s'appellera la secte. Le maître forgeron est agréablement surpris. Voir un simple garçon de course essayer de créer une secte est intéressant. Il doit être sûr de pouvoir tenir tête aux frères Shaw. Le maître forgeron ordonne à Guak, le vice-maître, de donner les armes à Lysa gratuitement. Ils continueront la conversation si Lysa a survie. De retour dans sa chambre à l'auberge, Lysa médite, profondément concentrée. Il aperçoit des hommes creusant un trou derrière l'auberge. Le deuxième frère des Shaw, Shaw Igla, vient saluer Lysa. Il comptait le provoquer une fois le trou terminé. Shaw Igla pose sa dague sur la table et ordonne au garçon de course de s'asseoir avec lui. Lysa le fixe avec apathie, et un silence pesant s'installe. Lysa et Shaw Igla discutent tandis que les hommes continuent de creuser en arrière-plan. Aujourd'hui a été une bonne journée pour les frères Shaw. Ils ont obtenu l'approbation de l'Union du Chat Noir pour établir une union officielle dans la préfecture d'Ilang. Et pourtant, un misérable garçon de course, incapable même de cuisiner correctement des nouilles, a causé un scandale dans leur bordel. Shaw Igla se demande ce qu'il est censé faire maintenant.
Il demande à Lisa de donner 3 bonnes raisons pour lesquelles il devrait rester en vie. Lisa rit au lieu de pleurer, ce qui irrite encore plus l'autre homme. Dans sa colère, Shoigla lève la main pour attaquer le garçon de course. Mais avant que l'attaque n'atteigne sa cible, Lisa sort sa dague et la plante dans la main de Shoigla, la clouant à la table. Cette fois, Lisa demande à Shoigla de lui donner une seule raison pour laquelle il devrait rester en vie. Shoigla comprend alors ce que tout le monde voulait dire lorsqu'il disait qu'un garçon de course avait causé des problèmes au bordel. Les sbires ont terminé de creuser la fosse, mais on leur ordonne de creuser encore un peu plus profond. Shoigla croit que Lisa a dû passer par une sorte d'illumination et le félicite avant de lancer une nouvelle attaque. Lisa tranche le corps de l'homme en diagonale, saisit sa main et la transperce à son tour. Le sang gicle partout, et Shoigla hurle de douleur. Le trou n'était qu'une menace pour Lisa, et cela n'a aucun sens. Lisa attend toujours d'entendre une seule raison pour laquelle l'autre homme devrait rester en vie, mais il n'y en a aucune. Un homme comme Shoigla ne devrait pas vivre. Non seulement il a participé à la traite des êtres humains, mais il a aussi tué sans pitié ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Certains des amis de Lisa figuraient parmi ses victimes. Shoigla crie que s'il meurt, ses frères et l'Union du Chat Noir ne pardonneront pas à Lisa. Il tremble et avale difficilement sa salive en baissant les yeux pour voir la dague qui dépasse de son cœur. Lisa avait demandé une raison de rester en vie, pas une menace. Shoigla prend son dernier souffle et s'effondre sur la table. Lisa se tourne pour voir que les sbires continuent de creuser et leur ordonne de s'arrêter. Les hommes se retournent et voient leur patron mort. Ils ne devraient pas être surpris, après tout, il jouait avec un couteau et est mort sans raison. Les hommes se tiennent pétrifiés, ne reconnaissant pas Lisa, qui n'est qu'un simple garçon de course de la famille Zaha. Cependant, ils réalisent vite qui il est. Lisa leur demande de retirer leur masque pour voir s'il reconnaît quelqu'un, mais il n'en connaît aucun d'eux dans la préfecture d'Ilang. Ils ne viennent pas non plus de l'Union du Chat Noir. Ils sont arrivés récemment et ont été affectés au bordel de Père Blosson. Lisa leur donne 2 choix, soit ils restent et meurent, soit ils enterrent le corps et retournent dans leur ville d'origine. 2 des hommes choisissent la deuxième option et sont envoyés sur les roses. Le 3e homme demande si Lisa a besoin de travailleurs dans la cuisine, car il n'a aucun moyen de gagner de l'argent sans travailler au bordel. Cet homme est un bon cuisinier et capable de préparer une soupe de nouilles au poulet correcte, alors Lisa l'épargne. Lisa retourne à l'auberge, où il trouve Sun debout. Sun sourit, incapable de croire que le garçon de course ait vaincu Shoigla, mais il se rend vite compte qu'il n'y avait aucune chance que Lisa perde contre un homme comme lui. L'œil de Sun va maintenant bien. C'était en réalité une conspiration. Il avait rapporté son œil comme blessé et observé la situation après s'être échappé vers les médecins. S'il ne l'avait pas fait, il aurait aussi été en train de creuser un trou ici. Il est vraiment utile et rusé, et Sun est reconnaissant envers Lisa. Il n'avait pas le choix de rester en vie, mais maintenant, Sun se demande ce que Lisa prévoit de faire avec les 2 autres frères chauds. Lisa répond qu'il va les tuer. S'il les laisse vivre, la préfecture d'Ilang en souffrira encore plus. Sun avertit Lisa de se montrer extrêmement prudent avec Shoilom, le pire des méchants de leur préfecture. Soudain, Lisa appelle Sun et lui ordonne d'acheter des encas pour accompagner l'alcool déjà présent à l'auberge. Sun hésite, disant qu'il n'y a pas de snack à l'auberge, et que Lisa n'a pas d'argent. Il devra donc les acheter de sa propre poche. La famille Zaha dirigeait autrefois un endroit connu pour sa délicieuse soupe de nouilles au poulet, mais elle est tombée en disgrâce. Sun peut même acheter des snacks qu'il aime. S'il en reste, ils pourront les manger demain. Sun s'apprête à partir, mais Lisa l'appelle à nouveau. Il ne va pas se promener, alors il ne devrait pas marcher aussi tranquillement. Sun est agacé, pensant qu'il court les courses pour un simple garçon de course. Il râle en s'éloignant. Lisa et Sun restent assis en silence. Lisa dit à Sun de manger beaucoup, précisant qu'il a acheté la nourriture avec son précieux argent. Sun savoure le repas autant qu'il peut, ce qui est approprié puisqu'il l'a mérité, en exploitant de jeunes femmes et en arnaquant des gens en vendant du mauvais alcool Duang en le faisant passer pour du prestigieux du Kuang. Il devrait en profiter pleinement, remarque Zaha. La main de Sun tremble face à cette attaque verbale cinglante, et soudain, la nourriture n'a plus le même goût pour le gérant du Plum Blossom. Il claque ses baguettes sur la table et avale une gorgée d'alcool, visiblement furieux. Cela l'énerve que ce repas, qu'il a pourtant acheté, lui semble désormais si insipide. Pour changer de sujet,
Sun parle à Lisa de ses inquiétudes concernant la réaction de l'union du chat noir si Shoigle venait à mourir et si Shoilom suivait. Si Sun est vraiment inquiet, Zaha rétorque qu'il ferait mieux de s'entraîner pour devenir plus fort au lieu de se plaindre constamment de ses peurs et des éventualités. La franchise de Zaha ne fait qu'irriter davantage Sun. Sun se lève brusquement, frappant la table avec ses mains, enragé. Il est persuadé que l'homme en face de lui ne peut pas être Lisa, il doit s'agir de quelqu'un déguisé en simple garçon de course. Une veine pulse sur la joue de Zaha. Tu dois vouloir mourir, dit Zaha froidement, et peut-être que toutes tes questions trouveront une réponse si tu le fais. Sun recule immédiatement et, pour calmer les tensions, propose qu'ils éliminent tous les membres de l'Union du Chat Noir ensemble. Lisa finit son verre et expose son plan, il commencera par s'occuper de Shoilom, l'aîné, puisque personne ne sait où se trouve le plus jeune frère, Cho-Sampion. Le ton détendu de Zaha surprend Sun, on dirait qu'il parle simplement d'une pause toilette. Pourtant, Zaha insiste sur le fait que le véritable problème est Sampion. Son absence complique la situation. Sun est confiant qu'il pourrait tuer quelqu'un comme Cho-San s'il rentrait chez lui, mais il admet que ses yeux blessés pourraient poser problème. Lisa lui dit de se décider. Sun devrait attendre le bon moment et utiliser sa discrétion à son avantage, après tout, il est renommé comme « l'homme furtif ». Zaha souligne que s'ils parviennent à tuer les 3 frères Cho, Cha sera pleinement capable de reprendre les 3 bordels. Cependant, comme de nombreuses personnes y vivent, il sera impossible de toutes les éliminer. Zaha insiste sur le fait qu'ils doivent assurer l'équité, tout le monde devrait recevoir ce qui leur revient de droit, et ils doivent empêcher les gens de vendre de l'alcool bas de gamme à prix élevés. Ils aideront aussi les nécessiteux et permettront à ceux qui le souhaitent de retourner dans leur ville natale. Ce ne sera pas facile, mais ils sont déterminés à réussir, car c'est mieux que de laisser Cha mourir entre les mains de Zaha. Zaha ajoute que si Sun échoue dans cette tâche, il s'assurera que Sun rejoigne personnellement les frères Cho en enfer. Frustré, Sun grogne que chaque fois qu'il agit, Zaha le menace de le tuer. Peut-être qu'il devrait simplement prendre sa retraite et se retirer dans les montagnes. S'ils réussissent, Sun pourrait gérer les bordels, mais comme il ne le veut pas, Zaha devrait trouver quelqu'un d'autre. Lisa finit son verre et commence à enlever ses vêtements pour se changer. Sun est déconcerté. Zaha lui dit de faire de même pour qu'ils puissent échanger leur tenue. Pestant contre Zaha et les frères Cho, Sun obéit. Il s'avère que Zaha est plus intelligent que Sun ne l'imaginait. S'il était allé au bordel Plum Blossom avec ses vieux vêtements, il aurait attiré trop d'attention et aurait peut-être même été arrêté à l'entrée. Après avoir rassemblé ses cheveux en queue de cheval et changé de tenue, Zaha se retourne. Il ressemble toujours à un garçon de course mais pas tout à fait. Il est plus séduisant que Sun ne l'avait remarqué. Il est clair que l'apparence négligée de Zaha était volontaire, avec de meilleurs vêtements, il ne semble plus être sans abri. Si j'étais Lisa, pense Sun, je prendrais mieux soin de mon apparence. Lisa donne une légère tape à Sun pour ses pitreries, plaisantant que ses vieilles habitudes refont surface maintenant qu'ils sont plus amicaux. Lisa quitte l'auberge avec un dernier avertissement à Sun de prendre soin de ses vêtements, accompagné d'un sarcastique « bonne chance ». Les mains derrière le dos, il se dirige vers le bordel Plum Blossom. À son arrivée, le portier s'incline respectueusement et lui demande ce qu'il veut. Lisa exige de voir le propriétaire, Shoilom, affirmant qu'il vient de l'Union du Chat Noir. En frappant la porte avec arrogance, il ignore les questions du portier sur son identité. À contre-séhur, le portier le laisse entrer. Lorsque Shoilom apprend l'arrivée de Lisa, il ne peut croire que son frère ait été tué par un simple garçon de course. Son second frère était récemment allé voir Zaha et ordonnait même de creuser une tombe quand Zaha l'a tué. Maintenant, fou de rage, Shoilom se jette sur Lisa, concentrant son énergie dans sa paume pour une attaque puissante. Lisa contre immédiatement, libérant sa propre énergie. Leurs forces entrent en collision, envoyant Shoilom voler à terre. Titubant, Shoilom est stupéfait. Il ne s'attendait pas à perdre en termes d'énergie interne, surtout avec sa réputation de frère Cho le plus puissant. Pourtant, il est là, plus faible que Zaha ne l'aurait imaginé. Serrant les dents, Shoilom lutte pour accepter que l'homme devant lui n'était qu'un garçon de course il y a quelques jours. Saisissant son hésitation, Lisa attaque à nouveau. Shoilom tente de se défendre, mais une explosion d'énergie de la paume de Zaha le projette contre le mur du fond. L'impact fend le mur, et du sang jaillit de la bouche de Shoilom. Le frère aîné Cho vomit du sang, complètement choqué par les techniques avancées que Zaha déploie. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, Zaha l'attrape par le cou. Un garçon de course,
ricane Zaha, peut lui aussi utiliser les mêmes techniques que les autres. Sans pitié, Zaha resserre son emprise. Malgré les années de règne de Shoilom sur le village, il avait exploité les autres à son profit, dirigeant avec négligence et cruauté. Zaha le projette violemment au sol, mettant un terme définitif à sa vie. Le tumulte attire les gardes, qui accourent vers leur seigneur. Mais c'est trop tard, Shoilom est mort. Réalisant la chute de leur chef, les gardes hésitent, incertains de la marche à suivre. Lisa se tient devant eux et déclare, le chef de l'Union du Chat Noir a reconsidéré et décidé de retarder la création d'une secte dans la préfecture d'Ilang. Si quelqu'un a un problème avec cette décision, que le sort de Shoilom serve d'exemple à ceux qui s'y opposent. Les gardes s'écartent pour laisser passer Zaha, désespérés d'éviter de le provoquer davantage. Des murmures se répandent parmi les hommes alors que Zaha s'éloigne, des rumeurs prétendent qu'il est le garçon de course de Zayn et non un membre du Chat Noir. Même si ses vêtements ont changé, son identité reste reconnaissable. Zaha se retourne brièvement et confirme, oui, je suis le garçon de course de Zayn. Malgré leur colère, aucun des hommes n'ose riposter. Zaha a tué Shoilom, un homme qui avait impitoyablement assassiné d'innombrables personnes dans la région. De retour à l'auberge, Zaha est accueilli par Sun, surpris de le voir revenir si vite. Zaha mentionne nonchalamment que Shoilom est mort. Même les méchants finissent par disparaître, remarque-t-il. Sun, sceptique face à cette affirmation, envisage de vérifier lui-même au bordel. Zaha est parti depuis à peine quelques instants, et pourtant, il semble en parfait état malgré le meurtre supposé de Shoilom. Sun se demande comment Zaha a pu devenir si puissant en si peu de temps. Zaha ignore les préoccupations de Sun et se retire dans sa chambre, lui ordonnant de nettoyer l'auberge. Irrité mais obéissant, Sun saisit un balai. Maintenant que Zaha a réglé les affaires urgentes, Sun décide de se concentrer sur son propre entraînement. Il sait qu'il progresse plus vite que prévu et se promet de ne pas gâcher cette opportunité. Prenant une profonde inspiration, il invoque une boule d'énergie entre ses mains. Le soir cède la place à la nuit, puis au matin. Entre-temps, des rumeurs se répandent dans les rues à propos de la mort de Shoilom et de l'implication du garçon de course de Zayn. Certains refusent d'y croire, tandis que d'autres spéculent que Zaha pourrait déjà être mort. Pendant ce temps, Sun marche parmi les villageois bavards avec un léger sourire. Dans sa chambre, Zaha est plongé dans une méditation profonde. Il a finalement conquis la terre du bois et approche désormais de la terre des ténèbres. Bien qu'il ait accompli cela dans sa vie passée, la vitesse et la profondeur de sa compréhension dépassent tout ce qu'il aurait pu imaginer. Zaha est convaincu qu'il peut devenir plus puissant que jamais. Lisa remarque soudain que sa chambre est dans un état désastreux. De la suie et des traces d'explosion couvrent les murs, vestiges de sa transition de la terre du bois à la terre des ténèbres. Une odeur nauséabonde emplit l'air, sous-produit des impuretés expulsées de son corps durant le processus. Bien que l'odeur soit repoussante, elle témoigne de son accomplissement, elle signifie que son corps est maintenant bien plus pur. Chason, passant par là, s'exclame avec dégoût face à cette puanteur, la comparant à quelque chose de pourri. Lorsque Zaha sort de la pièce, Cha suppose immédiatement qu'il s'est souillé lui-même. Furieux, Zaha serre les mâchoires tandis que Sun s'enfuit de l'auberge, marmonnant que Zaha aurait dû se soulager ailleurs. Déterminé à se débarrasser de la saleté et de l'odeur, Zaha se rend au bordel Plum Blossom pour prendre un bain. L'eau chaude est rafraîchissante alors qu'il lave les restes de sa transformation ardue. En plein milieu de son bain, la porte s'ouvre, et Xian entre avec des serviettes. Elle explique que Sun lui a ordonné de l'aider. Si ce n'est pour autre chose, elle propose au moins de le sécher une fois qu'il aura terminé. Agacé, Zaha lui répond que sa présence est inutile et insiste pour qu'elle informe Sun de ne plus l'envoyer. Il rappelle à Xian ce qu'il lui a déjà dit, elle n'est pas une prostituée mais une hôtesse qui accueille les invités. Il s'attend à ce qu'elle se comporte en conséquence. Xian est déconcerté par sa franchise. Cet agaçant chat continue de lui assigner des tâches que Zaha n'a jamais demandées. Néanmoins, elle s'incline en signe de gratitude et s'excuse pour tout malentendu. Zaha, cependant, rejette les excuses, affirmant que ce qui s'est passé appartient au passé et ne le concerne plus. Curieuse, Xian lui demande pourquoi il s'est laissé battre dans le passé, alors qu'il avait les moyens de se défendre. Zaha répond de manière énigmatique, « J'avais besoin d'être battu pour avoir une raison de me venger. » La vengeance d'un gentleman peut attendre 10 ans, mais celle d'un garçon de course commence dès le moment où il est battu. Il admet avoir inventé cette phrase, mais l'a dit avec une telle conviction qu'elle laisse Xian sans voix. Sur ce, elle quitte la pièce,
laissant Zaha à ses pensées. Alors qu'il se détend dans l'eau, Zaha réfléchit à l'audace de certaines femmes qui tentent d'utiliser leur beauté à leur avantage. Il ricane, pensant que de telles tactiques ne fonctionnent pas sur lui. Ses réflexions le ramènent aux paroles de la main gauche de la lumière illuminante, qui avait noté que Zaha n'a jamais été attiré par le type de beauté que la plupart des hommes trouvent captivante. Cette particularité explique pourquoi d'autres n'ont jamais réussi à le manipuler. Perdu dans ses pensées, il est brusquement ramené à la réalité lorsque Sun fait irruption en criant qu'il y a un incendie. Un énorme incendie consume les quartiers de Zaha à l'auberge, illuminant la nuit comme un phare. À l'extérieur, le chaos règne alors que Cho-san, le dernier des frères Cho, s'adresse à une foule rassemblée. Il déclare que toute personne surprise à aider ou à cacher le garçon de course de Zaha sera exécutée. Cho-san ricane, se tenant près des tombes de ses frères, situés derrière l'auberge. Il envisage brièvement de récupérer leur corps avant d'allumer le feu, mais il décide de ne pas le faire. Alors qu'il se tourne pour faire face à la foule, Cho-san se fige en apercevant Lisaha, émergeant des flammes, son apparence radicalement différente de celle qu'il connaissait. Le garçon de course n'a plus rien de l'homme négligé qu'il était autrefois. À côté de Cho-san se tient Simbe, un homme vêtu élégamment d'un haut de forme, qui jauge Zaha avec mépris. « C'est lui ?» demande Simbe, visiblement déçu. Simbe, offensé que Cho-san l'ait convoqué pour tuer ce qu'il considère comme un simple garçon de course, se moque de lui. Il souligne que San et ses frères avaient l'ambition de fonder une secte dans la préfecture d'Ilang, mais qu'ils peinent à cause d'un seul garçon de course. Si tu es expérimenté, Rai Simbe, manie ton épée toi-même. Si moi, Simbe du château de l'Ouragan Noir, je devais affronter un garçon de course, le monde martial entier se rirait de moi. Si tu n'es pas capable de t'en occuper seul, il est peut-être temps de rejoindre tes frères dans leur tombe. Rouge de colère, Cho-san sait pourtant que Simbe a raison. Il avance d'un pas, prêt à affronter Lisaha. Simbe, observant attentivement, ajoute froidement, nous veillerons à ce que le perdant périsse dans les flammes. Un éclat d'amusement dans les yeux, Simbe déclare, ce garçon de course a un ego démesuré. Que cela soit su, moi, Simbe du château de l'Ouragan Noir, serai témoin de ce combat à mort. Cho-san et Lisaha prennent leur position. Cho-san déglutit nerveusement, conscient que ses frères sont tombés face à cet homme. Pendant ce temps, Zaha garde un œil vigilant sur Simbe, ce nouvel arrivant dans la mêlée. Simbe est intelligent bien qu'il donne l'illusion de laisser San se battre, il utilise clairement l'occasion pour évaluer les compétences de Zaha. Le regard de Zaha est perçant, implacable. Sous son intensité, San bondit pour attaquer. Pour Zaha, il n'est pas nécessaire de dégainer une épée face à quelqu'un comme Cho-san. Offensé par cette approche désarmée, San se précipite et abat sa lame de toutes ses forces. Zaha esquive facilement en reculant, puis contre-attaque avec un coup précis à l'abdomen de San, le projetant au sol. Zaha n'a même pas utilisé toute sa force, et pourtant, Cho-san tremble déjà. Serrant les dents de frustration, San se relève et attaque à nouveau, mais son mouvement est maladroit, empreint de désespoir. Zaha agit rapidement, attrapant le bras porteur de l'épée de San et serrant avec une poigne d'acier. Tes frères étaient tout aussi imprudents, déclare Zaha froidement. Aucun de vous ne devrait revenir dans ce village. Sans hésitation, Zaha arrache l'épée des mains de San et le tranche en 2 mouvements précis. Cho-san s'effondre, sans vie. Des murmures d'incrédulité parcourent la foule. Qu'un simple garçon de course puisse abattre Cho-san si aisément est difficile à croire. Pourtant, Zaha reste impassible. Il n'a pas mérité que son auberge soit incendiée et ne doit aucune explication pour s'être défendu. Simbe, témoin de la scène, applaudit les compétences de Zaha. Tu as fait tes preuves. Peut-être nous croiserons-nous à nouveau si les circonstances l'exigent, dit-il avec un sourire en coin, se retournant pour partir. Mais avant qu'il ne puisse faire plus de quelques pas, Zaha l'interpelle, sa voix tranchant à travers les murmures de la foule. Tu ne vas nulle part, déclare Zaha d'un ton glacial. Je sais exactement qui a tenté de me tuer et de brûler mon auberge. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser partir ? Le visage de Simbe se tend, et sans répondre, il prend la fuite. Zaha ne perd pas de temps. En un éclair, il se lance à sa poursuite. Désespéré, Simbe projette une boule d'énergie en direction de Zaha. Mais les yeux de Zaha brillent d'une lumière mortelle, et d'un geste fluide, il contre-l'attaque avec l'épée en main. La lame tranche net à travers l'énergie et poursuit sa trajectoire, fendant le visage de Simbe en 2. L'homme s'effondre, mort avant même de pouvoir prononcer un mot. Lisaha se tient victorieux, imposant et imperturbable.
Les derniers morceaux du bâtiment finissent par s'effondrer, sous le regard anxieux de la foule. L'Isaachin se tient parmi eux, surpris que l'Isaac ait réussi à se débarrasser à la fois du dernier frère Shaw et de l'autre homme de Giz, dont l'identité reste inconnue. L'Isaac interroge les subordonnés des Shaw, exigeant de savoir qui leur a ordonné de brûler la maison de quelqu'un d'autre. Il demande sarcastiquement s'ils comptaient aussi le brûler, provoquant leur terreur. Les hommes, terrifiés, se recroquevillent, implorent leur vie et s'excusent sans cesse. L'Isaac répète sa question sur la raison de l'incendie. Sun sort de la foule et suggère, avec désinvolture, qu'ils l'ont brûlée parce qu'elle sentait mauvais. Il plaisante en disant que sa première pensée en sentant cette odeur était aussi de la brûler. La foule murmure, se demandant pourquoi l'endroit sentait si mauvais, peut-être que quelqu'un s'y était soulagé. Agacé par ces absurdités, le visage de l'Isaac s'assombrit, ses veines gonflées, alors qu'il réfléchit à l'idée de tuer Sun. Mais au lieu de cela, il lui ordonne de prendre les hommes restants et de reconstruire la structure. Sun, convaincu que l'Isaac ne lui ferait pas de mal après sa récente gentillesse inhabituelle, accepte avec enthousiasme. Ses yeux brillent alors qu'il décide de rendre la nouvelle structure meilleure qu'avant. Puisqu'ils reconstruisent, il propose d'en faire un bâtiment impressionnant à 2 étages. L'Isaac ajoute qu'ils construiront un mur autour des environs pour créer de l'espace pour un gymnase et une zone d'entraînement. Sun, perplexe face à ces instructions détaillées, demande des éclaircissements. L'Isaac explique qu'il veut un auberge qui serve aussi de centre d'entraînement aux arts martiaux. Sun acquiesce, déjà décidé à nommer cet endroit auberge d'entraînement Zaha. L'Isaac demande également à Sun de surveiller les talents potentiels pendant la construction, car ils vont bientôt lancer l'organisation dont ils ont parlé. Si l'Union du Chat Noir interfère, l'Isaac promet de s'en occuper lui-même. Il ajoute que cette nouvelle organisation s'appellera Amman, du même nom que celle qu'il avait fondée dans sa vie passée. Sun se demande à haute voix s'il doit maintenant appeler l'Isaac le propriétaire d'Amman. Curieux, il demande pourquoi l'Isaac, désormais changé, l'a laissé vivre. L'Isaac répond sèchement qu'il l'a épargné juste pour le tourmenter. Sun se résigne, pensant que c'est mieux que de mourir. Plus tard, dans sa chambre au bordel de la fleur de prunier, l'Isaac s'entraîne sans relâche. Il sait combien il est crucial de perfectionner ses techniques internes, non seulement pour lui-même mais aussi pour sauver les autres, une leçon tirée de sa vie passée. Pendant ce temps, Sun s'immerge dans des rouleaux et supervise le projet de construction. Le lendemain matin, 2 hommes de l'Union du Chat Noir arrivent au bordel. Ces hommes avaient été bien traités par les frères Shaw, qui les respectaient toujours. Sun se demande nerveusement comment gérer cette situation. L'Isaac, se levant de son lit, décide d'accueillir lui-même les hommes de l'Union. Sun le suit en courant, inquiet de ce qui pourrait arriver. Il sait que si l'Isaac confronte l'Union trop tôt, ils essaieront de le tuer avant de viser quelqu'un d'autre. Mais il sait aussi que l'Isaac ne mourra pas si facilement. Dans la salle des invités, l'Isaac s'assoit pour rencontrer les 2 hommes. Le premier est Jian Pong, un affilié de haut niveau de l'Union du Chat Noir, et le second est Han Go-Wik du bureau du Pic Doré. L'Isaac, impassible, ne les salue même pas, ce qui irrite rapidement les visiteurs. Jian Pong frappe du poing sur la table, accusant Zaha d'avoir tué les frères Shaw. C'est un fait, mais l'Isaac se demande pourquoi il pose la question, peut-être était-il lié aux Shaw. Pourtant, leur nom de famille suggère le contraire. Les 2 hommes échangent des regards, de plus en plus irrités par l'audace de l'Isaac. Il suppose qu'il se sent invincible après avoir vaincu les frères Shaw ou qu'il est excessivement confiant dans ses compétences. Zaha demande pourquoi ils restent silencieux. Il observe leur calme et commente, impressionné, peut-être qu'ils sont détendus parce qu'ils sont venus collecter des fonds. Jian Pong finit par parler, expliquant que les Shaw leur avaient permis d'établir une secte dans cette préfecture, mais Zaha a perturbé cela en les tuant. S'il rapporte cela à l'Union du Chat Noir, les choses deviendront difficiles pour Zaha, car il a interféré avec leurs opérations. L'Isaac rit, comprenant leur implication. Les hommes veulent qu'il continue à payer des pots de vin, comme le faisaient les Shaw. Les hommes sourient, confirmant son hypothèse. L'Isaac acquiesce et suggère de boire un verre d'abord. Il appelle Mademoiselle Song, la femme en robe violette, et lui demande d'apporter leur terrible alcool du Hang avec quelques encas disponibles. Mademoiselle Song part chercher leur commande, mais Han Go-Wik intervient, disant que les boissons sont bien, mais qu'ils doivent conclure un accord avant de partir. L'Isaac, condescendant, lui dit de se concentrer sur les boissons. Furieux, Han Go-Wik frappe du poing sur la table, déclarant qu'ils en ont assez et que Zaha ne s'en tirera pas comme ça. L'Isaac leur lance un regard glacial,
son attitude glaciale rendant l'atmosphère tendue. Il les défie, leur demandant s'ils veulent tenter leur chance contre lui. Les deux hommes frissonnent, se demandant pourquoi Zaha est si confiant. Il doit sûrement avoir un plan. Lysa s'adosse à sa chaise, son expression calme mais calculatrice. Il leur rappelle que si l'Union du Chat Noir était vraiment puissante, elle serait déjà intervenue pour sauver les frères Shaw. Si Zaha avait eu peur de l'Union, il ne se serait pas occupé des frères Shaw dès le départ. Les hommes tremblent de nervosité. Zaha reconnaît que les compétences de Jian Peng et Han Go-Wuk sont probablement supérieures à celles des frères Shaw, mais il ne semble pas inquiet. S'ils ne prennent pas de décision avant que Mademoiselle Son revienne avec l'alcool, Zaha prévoit de les combattre à mort. Sa décision est prise, et il les avertit de réfléchir sérieusement. Quand Mademoiselle Son revient avec l'alcool, les hommes tremblent sous le regard froid et implacable de Zaha. Réalisant le danger, il change rapidement de ton. Mademoiselle Son est visiblement choquée alors que les hommes assurent à Zaha qu'ils parleront en bien de lui à l'Union du Chat Noir. Pas besoin de s'inquiéter, insiste-t-il. Pour l'apaiser davantage, les hommes vont jusqu'à louer ses actions, disant qu'ils sont en fait soulagés qu'il ait tué les frères Shaw, eux-mêmes ne pouvaient pas les supporter. Lysa rit de leur changement soudain et acquiesce, amusée par leur lâcheté. Les hommes de l'Union quittent précipitamment Broel. Si Lysa tue les deux, l'Union du Chat Noir pourrait s'en servir comme prétexte pour s'en prendre à lui. Pour l'Union, peu importe qui dirige la préfecture d'Ilang, ils ont juste besoin de quelqu'un qui leur obéit. Dans cette région, la seule personne dont Lysa doit se méfier est le maître des 12 paumes célestes, le massacreur. Il n'est pas encore nécessaire d'attirer son attention. Comme Lysa sera en entraînement pendant un certain temps, il ordonne à Sun de confisquer tous les biens des propriétaires de Broel et de les gérer. Sun agira également en tant qu'administrateur du clan pour l'instant. S'il tente de détourner les fonds, il sera destitué et la mort l'attendra. En tant que maître du clan, c'est à Zaha de décider. Lysa félicite Sun pour sa promotion en tant qu'administrateur, remarquant qu'il a maintenant réussi dans la vie. Sun jure que gagner sa vie dans le Jianghu est extrêmement difficile. Plus tard, Lysa rencontre le maître forgeron dans une échoppe de nouilles et commande un bol de nouilles pour lui-même. Le maître forgeron exprime son étonnement que Lysa ait éliminé les frères Shaw si facilement. Il avertit que l'Union du Chat Noir pourrait s'en prendre à lui, et si cela arrive, beaucoup de jeunes dans Ilang pourraient être tués. Lysa réfléchit à sa vie passée. À l'époque, le maître forgeron s'opposait également fermement au paiement des frais de protection aux frères Shaw. Lysa rassure le maître forgeron que l'Union du Chat Noir ne s'en prendra pas encore à lui. Et même si cela arrivait, il est confiant que les autres seront en sécurité puisqu'il est celui qui a tué les frères Shaw. Il prévoit de s'occuper lui-même de l'Union du Chat Noir, ce qui semble incroyable pour le maître forgeron. Mais personne ne s'attendait non plus à ce qu'un simple garçon de course comme Zaha défasse les frères Shaw. Une fois leur repas terminé, le maître forgeron demande à Lysa de régler l'addition pour leurs 2 bols de nouilles, puisqu'il est maintenant le chef du clan H. Le tenancier, du cul, demande ce qu'est le clan H et si Zaha l'a fondé. Lysa explique que toute personne qu'il connaît personnellement fait automatiquement partie du clan H, ce qui signifie que Duku en est maintenant membre. Zaha déclare en plaisantant que, faisant partie du clan, Duku devrait désormais offrir des nouilles gratuitement à son chef de secte. Duku le regarde fixement, refusant de laisser un client agir ainsi. À ce moment-là, une voix appelle Lysa de l'extérieur. Le maître forgeron et Duku le poussent dehors en l'avertissant d'être prudent. Il ne l'appelle « chef de clan » que lorsque des ennuis approchent. Sous une pluie battante, Lysa sort pour rencontrer l'homme qui l'a appelé. Le nouveau venu, le visage et la tête couverts, confirme que Zaha a tué N'Giz, l'homme que Zaha a tué après avoir affronté Shaw Sampion. L'homme se révèle être Yenwood de la reconnaissance noire et se présente comme le démon épéiste jumeau, Yena. Zaha le reconnaît comme quelqu'un qu'il a affronté et tué dans sa vie antérieure. Yena est plus jeune maintenant, mais c'est indubitablement le démon épéiste jumeau. Zaha admet calmement avoir tué N'Giz parce qu'il avait incendié sa maison. En réponse, Yena jure de tuer Zaha pour cela. Zaha se demande si les choses se passeront comme Yena le prévoit, convaincu que ce ne sera pas le cas, tout comme Yena ne pourra éviter de devenir chauve. Furieux, Yena déclare qu'il commencera par arracher la bouche ensanglantée de Zaha. Des éclairs illuminent la scène alors que les deux hommes s'affrontent. Yena attaque avec son épée, et Zaha bondit en arrière, éclaboussant de la boue partout. Zaha sait que les démons épéistes jumeaux désignent 2 personnes et est certain que l'autre jumeau, Gyangu, est à proximité. Yena attaque à nouveau,
et Zaha bloque le coup avec son épée encore dans son fourreau. Alors que Yena frappe une fois de plus, Zaha esquive en tournoyant et en exécutant une série de pas compliqués. Zaha conclut que San lui offrira une ouverture pour contre-attaquer, et l'homme caché, Yanggu, le ciblera probablement à ce moment-là. Soudain, Sha arrive en courant pour aider. Lisa lui ordonne de rester en arrière, avertissant que leur adversaire est un maître martial. Sha peste contre la pluie et jette son cache-œil. Sanwood lance une nouvelle attaque contre Lisa, qui esquive en bondissant en arrière. Zaha avertit Sha de faire attention, mentionnant qu'un autre homme se cache à proximité. Surpris, Sha regarde autour de lui mais ne voit personne. Soudain, un homme portant un bandeau bleu bondit d'un toit, exécutant une torsion dans les airs avant d'atterrir gracieusement à côté de Sanwood. L'autre jumeau est enfin apparu. Sanwood est stupéfait que Lisa ait su leur présence à tous les deux depuis le début. San avertit son jeune frère de rester prudent, soulignant que Zaha est un maître martial qui cache sa véritable force. Les deux démons épéistes jumeaux se jettent simultanément sur Zaha. Soudain, la voix de Sun retentit, les distrayant. Sun annonce qu'il rejoint le combat et qu'ils vont découvrir qui il est réellement. Les trois hommes s'immobilisent un instant alors que Sun provoque Sanwood, le traitant de « bâtard chauve » et jurant de lui fracasser la tête en premier. Furieux, Sanwood se précipite sur Sun en brandissant son épée. Sun bloque l'attaque mais est projeté au sol, où il reste immobile. Surpris, Lisa jette un coup d'œil à Sun et lui dit d'arrêter de faire semblant, il ne croit pas à son numéro. Sun se redresse, parfaitement indemne, bien que couvert de boue à force de faire semblant d'être mort. Il explique que si ce n'était pas pour la pluie, les épées jumeaux auraient pu tomber dans le piège, ce qui lui aurait permis de les décapiter proprement lorsqu'ils baissaient leur garde. Les démons épéistes jumeaux tremblent de rage face aux pitreries de Lisa et Sun. Sun observe les tremblements de Sanwood et commente moqueusement que, puisqu'il est chauve, on dirait que la pluie danse sur sa tête. Hors de lui, Sanwood charge de nouveau Sun en le maudissant de mourir. Avant qu'il ne puisse porter un coup, Lisa bloque l'attaque, leurs épées s'entrechoquant avec fracas. Sanwood frappe à nouveau, mais Zaha apparaît esquive avec aisance. Pendant le combat, Lisa réfléchit au fait que c'est la première fois qu'il ressent une telle exaltation depuis son retour dans le passé. Un sourire s'étire sur son visage, troublant le jeune frère, Yanggu, qui se fige en le voyant. Finalement, Zaha dégaine son épée, et une aura rouge s'en dégage. Une couche d'énergie écarlate enveloppe la lame, stupéfiant tout le monde, y compris le maître forgeron et le tenancier, qui observent depuis l'intérieur. Les démons épéistes jumeaux, ainsi que Sun, réalisent avec stupeur que Zaha utilise du QI d'épée. Les démons épéistes jumeaux échangent un regard et commencent à encercler Zaha, cherchant une ouverture pour frapper. Les yeux de Zaha brillent alors qu'il brandit son épée. Du sang gicle, se mêlant à la pluie, et l'un des démons épéistes jumeaux s'effondre, mort. Tout le monde est bouleversé par cette scène, tandis que la pluie continue de tomber lourdement. Sun s'incline devant Lisa en signe de gratitude, mais Zaha lui dit de se relever et d'agir normalement. Il remarque que les hommes morts faisaient partie de la reconnaissance noire, un groupe encore plus puissant que l'Union du Chat Noir. La situation s'intensifie rapidement. Zaha s'éloigne, se dirigeant vers le bordel pour prendre une douche, tandis que Sun reste pour nettoyer les lieux. Le maître forgeron, toujours en train d'observer, comprend enfin que c'était bien Lisa qui avait vaincu les frères Shaw. Plus tard, Zaha s'immerge dans une baignoire, profitant d'un rare moment de tranquillité. Il réfléchit à la rapidité avec laquelle il devient plus fort et rapide. Cependant, il est troublé par le fait que des personnes censées mourir de ses mains bien plus tard dans la chronologie ont déjà trouvé la mort. Sa liste d'ennemis s'allonge, incluant désormais l'Union du Chat Noir et la reconnaissance noire. Le fardeau lui semble plus lourd que dans sa vie précédente. Zaha ferme les yeux, mais remarque soudain un silence inquiétant à l'extérieur de son bain. Sans prévenir, deux hommes font irruption dans la pièce, armes à la main. Ce sont le propriétaire du bordel Suiji et le sous-propriétaire Yoon Jinggu. Lisa demande si Sha les a incités à agir, mais ils ne répondent pas et chargent brusquement. La baignoire éclate alors que Zaha bondit en action. Ses mains frappent, chaque paume tournant dans le ventre de l'un des assaillants avant de les projeter en arrière. Muji et Yoon Jinggu ont probablement attaqué en pensant que Zaha serait désarmé puisqu'il se baignait. Ils se demandent si c'est Sha qui les a informés. Maintenant habillé, Lisa sort de la pièce à la recherche de Sha. Aucun des gardes du bordel ne sait où se trouve Sun, ils ne l'ont pas vu depuis qu'il est parti il y a un moment. Zaha sort dans les rues, où la pluie tombe toujours abondamment. Il ignore si Sha est impliqué dans l'attaque,
mais sa résolution est claire, quiconque ose lui montrer les crocs mourra. À cet instant, Zaha entend la voix de Sun criant avec défi, provoquant quelqu'un de venir l'affronter. Se dirigeant vers le son, Zaha court en suivant une traînée de corps. En tournant à un coin, il aperçoit un groupe d'hommes entourant Sun, acculé contre un mur. Les hommes se moquent de Sun, affirmant qu'il est déjà trop fatigué pour se défendre, et se préparent à l'attaquer ensemble. Malgré son visage ensanglanté et son épée dégainée, Sha continue de se battre. Surpris, Zaha interpelle Sun. Les hommes tournent leur attention vers Zaha, qui sourit et taquine, « Tu es encore en vie ». Désespéré, Sun supplie Zaha de le sauver tout en insultant copieusement le groupe d'hommes. Frustré, il hurle à Zaha d'arrêter de rester immobile et de l'aider. Malgré sa position de sauvé, Sun ne montre aucune honte. Les hommes pointent leurs armes vers Zaha, qui les défie de l'attaquer. Ils le méprisent comme n'étant qu'un simple garçon de course et chargent ensemble. Zaha frappe d'un seul coup de paume, les envoyant tous au sol, ensanglantés et vaincus. Furieux, Sun insulte les hommes pour avoir osé le poignarder dans le dos. Il est ému aux larmes en pensant que Zaha est venu jusqu'ici pour le sauver. Cependant, Zaha le corrige froidement, il n'était pas venu pour le sauver, mais pour le tuer. Cette révélation choque Sun, qui demande si Zaha a également été attaqué. Zaha révèle qu'il profitait d'un bon bain quand les deux propriétaires du bordel l'ont attaqué. Sun jure de frustration, pestant contre ceux qui n'ont toujours pas compris la leçon. Même des maîtres martiaux plus forts que les frères Shaw ont été vaincus en sous-estimant Zaha. Peut-être en voyant Sun dans cet état, Zaha réalise qu'il s'est trompé. Sun insiste qu'il n'a aucun lien avec ses assaillants. Toujours irrité, Sun reproche à Zaha son manque de considération, surtout en venant avec l'intention de le tuer. Zaha demande alors combien d'autres hommes de la préfecture de Meng il devra tuer. Ses assaillants ne faisaient même pas partie de l'Union du Chat Noir. Ils ont dû le sous-estimer en pensant qu'il n'était qu'un simple « garçon de course » de l'auberge Zaha. Il se demande combien de vies supplémentaires il devra prendre avant que ce genre d'incident ne cesse. Sun promet de prendre des mesures pour s'assurer que plus personne n'ose mépriser le chef de clan, jurant de régler la situation immédiatement. Pendant ce temps, Zaha se lamente d'être à nouveau sale juste après avoir pris un bain. Les jours passent, la pluie cesse, et la construction de la nouvelle auberge progresse lentement. Pendant ce temps, Zaha s'entraîne assidûment dans sa chambre au bordel. Un mois s'écoule, et Zaha visite le chantier pour vérifier l'avancement. Il est déçu de constater à quel point peu de progrès ont été faits. L'échelle du projet s'est élargie, et l'on estime maintenant qu'il faudra au moins un an pour terminer. Zaha trouve qu'un an est trop long et insiste pour que l'auberge soit achevée plus rapidement. Sun convient qu'accélérer le processus serait idéal, mais il explique que rajouter des ouvriers au hasard ne rendra pas le travail plus rapide. Cependant, il a récemment engagé une personne compétente, ce qui a déjà amélioré les progrès. Sun appelle le chef de l'équipe de construction, Yan Ji, pour les rencontrer. Zaha reconnaît Yan Jung comme le fils d'un artisan maître qu'il connaissait autrefois lorsqu'il dirigeait le clan H. Sun présente Zaha et Jung l'un à l'autre, mentionnant que Jung a été recommandé pour le poste par nul autre que le maître forgeron, Jin Shilong. Si Jung réussit bien ce projet, il sera nommé chef du clan d'architecture et exempté d'impôts. En entendant cette confirmation de Zaha, Jung promet de transformer l'auberge Zaha en quelque chose de vraiment merveilleux. Avant de commencer le travail, cependant, Jung demande une faveur à Zaha. Il propose de construire des baraquements à côté de l'auberge pour loger et nourrir les ouvriers. Il demande humblement à Zaha de fournir occasionnellement de la nourriture pour les travailleurs à ses frais. Zaha rit et ordonne à Sun d'envoyer des travailleurs du bordel Meyu à l'auberge chaque matin pour préparer des repas copieux pour les ouvriers. Zaha assure à Jung que s'il est satisfait de son travail, il deviendra effectivement chef du clan d'architecture. Sur le chemin du retour vers le bordel Fleur de Prunier, Zaha croise le maître forgeron, Jin Shilong. Le maître forgeron demande à Zaha s'il a déjà rencontré Yan Jung et loue ce dernier comme un jeune homme talentueux et diligent qui cherche du travail jour et nuit. Zaha est surpris d'apprendre le lien de Jung avec Jim. Il réfléchit que d'avoir quelqu'un comme Jung dans le clan H pourrait être très bénéfique. Le maître forgeron mentionne qu'il aimerait offrir un cadeau à Zaha pour commémorer leur partenariat et demande quel type d'arme il désire. Il avoue n'avoir jamais forgé une lame célèbre ou une épée précieuse, car de telles armes attirent souvent des ennuis. Si une arme de grande renommée est volée, le fabricant risque d'être tué, et même si elle est vendue à un prix élevé, d'autres pourraient le menacer pour en produire une similaire. Après mûre réflexion, Zaha dit à Jim qu'il veut une arme entièrement indestructible, peu importe son poids, et qui ne puisse être ni pliée, ni brisée,
ni surpassée par aucune autre. Peu lui importe sa forme, bâton, lance ou autre tant qu'elle est inflexible. Jim hoche la tête pensivement et promet de fabriquer un cadeau digne de Zaha un jour. Alors que Zaha continue en direction du bordel, deux hommes vêtus de robes noires et portant des bandeaux barrent son chemin, confirmant qu'il est bien le propriétaire de l'établissement. Indifférent, Zaha se détourne pour s'éloigner, mais les hommes bloquent à nouveau sa route. Ils se présentent comme des messagers de l'Union du Chat Noir et lui annoncent que leurs supérieurs lui ont envoyé un message. Le maître du pavillon du Phénix Doré souhaite rencontrer Zaha. Ils l'avertissent que, puisque ce sont des messagers et non des exécuteurs qui ont été envoyés, il serait dans son intérêt de ne pas refuser. S'il rentre sans lui, les prochains visiteurs seront des exécuteurs.